Chris Dummett, l'un des favoris des fans de Gold Rush depuis longtemps, a pris une décision choquante. Il quitte l'émission, après une série d'événements inattendus lors de la saison 15. Les fans se demandent ce qui s'est réellement passé. Pourquoi Chris, l'un des mineurs les plus respectés de l'émission, tournerait-il le dos à Gold Rush? La vérité vous laissera sans voix. Êtes-vous du côté de Chris Dummett? Si vous le soutenez, commentez avec 0 ci-dessous. Si vous pensez qu'il fait une erreur, commentez 1. Faites-nous part de votre opinion. Chris Dummett vient de quitter Gold Rush. Et ce n'est pas un simple adieu. Quelque chose de fou s'est produit dans la saison 15. Les fans l'ont vu gérer toutes les catastrophes, réparer toutes les machines cassées et faire fonctionner l'exploitation de Parker Schnabel comme une machine bien huilée. Qu'est-ce qui a bien pu pousser l'homme le plus fiable du secteur de l'exploitation aurifère à finalement jeter l'éponge? Mais cette saison, la pression est devenue trop forte et Chris a atteint son point de rupture. La chasse à l'or qui a failli les détruire. Dès le début, Parker visait quelque chose de fou. 10,000 once door, un chiffre si élevé qu'il semblait impossible. Mais Parker ne se contente pas de petits objectifs. Pour y parvenir, il a augmenté la pression en exploitant Big Red, Roxanne et Bob's Plant en même temps. Sur le papier, cela semblait génial. Plus d'usines signifie plus d'or. Non? Eh bien, pas exactement. Car en coulisses, l'équipe était poussée au-delà de ses limites, et personne ne le ressentait plus que Chris Dummett. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une chose est sûre. Ce qui s'est passé en coulisses était bien plus intense que ce que tout le monde imaginait. Et ce ne sera pas la seule chose qui vous laissera stupéfait. Il a toujours été le gaz en arrière-plan, s'assurant que l'or continue de couler. Mais cette saison, le travail est de passer de difficile à presque impossible. Nettoyer les bacs de lavage, s'assurer qu'aucun grain d'or ne se perde, et le faire pour 3 usines de lavage sans interruption. Ce n'est pas seulement difficile, c'est épuisant. L'homme ne rajeunit pas, et ce genre de travail sans relâche a commencé à faire des ravages. Je déteste quand nous devons faire des choses que nous ne voulons pas faire. D'une manière que nous ne voulons pas faire, parce que nous sommes pressés de sortir des onces du sol. Je déteste ça. Il a tout donné. Mais à un moment donné, même les plus durs doivent admettre que trop, c'est trop. Si vous suivez Gold Rush depuis un certain temps, vous savez qu'il n'est pas du genre à se plaindre. Mais cette saison, il n'avait pas le choix. Il devait soit s'exprimer, soit craquer. Et aucune expérience ne pouvait changer le fait qu'il était submergé de travail. Il fallait que quelque chose change. L'équipe était surchargée et Parker n'était pas prêt à retirer quelqu'un d'une machine pour l'aider dans la salle d'or. Il se retrouvait donc coincé entre l'enclume et le marteau. C'est alors qu'est entrée en scène Tatiana Costa, l'une des meilleures opératrices de l'équipe, mais pas exactement quelqu'un que l'on s'attendrait à voir gérer l'or. Il a proposé son nom comme remplaçante possible, et Parker a dû prendre une décision difficile. Mitch et Tyson n'allaient pas être ravis de la perdre. Mais c'était soit ça, soit le regarder partir pour de bon. Finalement, Parker a accepté. Tatiana était en train de se former et, enfin, il y avait un peu d'aide supplémentaire. Mais était-ce trop peu? Trop tard? Même avec des mains supplémentaires dans la salle d'or, la pression ne diminuait pas. La soif d'or de Parker ne faiblissait pas et, au fur et à mesure que la saison avançait, les fissures commençaient à apparaître. 70. Ouais. 289 0. Et voilà. Ouais. Wouh. Bump de poitrine. Non. Ce mineur chevronné faisait partie de l'équipe de Parker depuis la 4e saison et, au fil des ans, il était devenu l'un des membres les plus précieux de l'équipe. Mais chaque homme a ses limites. Et cette saison mettait les siennes à l'épreuve d'une manière inattendue. Son parcours jusqu'à Gold Rush n'avait pas été exactement planifié. Il a commencé comme charpentier, construisant des cabanes pour l'équipe de Todd Hoffman. Mais une chose en entraînant une autre. Il s'est retrouvé plongé dans l'exploitation aurifère avant même de s'en rendre compte. Il s'est avéré qu'il était doué pour ça. Vraiment doué. Quand il a rejoint l'équipe de Parker, tout a changé. Ses compétences dans la salle d'or ont aidé Parker à battre des records de production d'or année après année. Mais même les meilleurs ont leurs limites. Et maintenant, avec une charge de travail qui le pousse au-delà de ses limites, la question n'est pas de savoir s'il peut tenir le rythme, c'est de savoir s'il le veut encore. Pour les fans,
L'idée de Gold Rush sans ce vétéran travailleur est difficile à imaginer. Il a traversé les hauts et les bas, faisant en sorte que tout continue de fonctionner, même lorsque le chaos s'installait. Mais cette saison semble différente. L'oppression, l'épuisement, la quantité de travail, tout s'accumule. Et pour la première fois, il semble qu'il ait atteint ses limites. L'exploitation aurifère est un métier difficile. Il faut du courage, de la patience et beaucoup d'endurance. Mais à un moment donné, il faut se demander si cela en vaut la peine. Chris a passé des années à veiller au bon déroulement des opérations. Mais si le prix à payer est sa santé et son bien-être, est-il temps de partir? À mesure que la saison avance, c'est la question qui plane sur tout. Est-il part? Qu'est-ce que cela signifie pour le reste de l'équipe? Chris avait déjà traversé des saisons difficiles, mais celle-ci le poussait plus que jamais. La salle d'or tombait en ruine. Un objectif insensé a été fixé. Déterrer 10 000 onces d'or. C'est un défi énorme, et la pression est forte pour tout le monde. Chris, un vétéran de ce travail éreintant, en a peut-être finalement assez. S'il s'en va, l'équipe perdra un élément clé, quelqu'un qui empêche toute l'opération de s'effondrer. Mais l'or a le don de ramener les gens, et Chris n'est pas du genre à reculer facilement. Chris fait partie de l'équipe depuis plus de 10 ans, et son influence va bien au-delà du simple fait de creuser la terre. C'est lui qui s'assure que chaque pépite d'or est comptabilisée, celui qui apaise les tensions lorsque les exigences poussent l'équipe à bout. Il n'était même pas mineur quand il a commencé, juste un charpentier qui a été entraîné dans ce monde par hasard. Mais une fois qu'il était dedans, il s'est adapté rapidement, se révélant être l'un des plus grands travailleurs. Il est maintenant l'une des rares constantes dans cet empire chaotique de la chasse à l'or. L'une des tâches les plus importantes de Chris se déroule dans la salle d'or, où la terre brute se transforme en profit pur. Ce n'est pas une tâche simple. Une erreur, et l'argent disparaît. Chris maîtrise le processus, s'assurant que rien n'est gaspillé. Sans lui, les chiffres de récupération d'or seraient bien inférieurs. Les enjeux sont énormes et il est indispensable de confier le nettoyage à la bonne personne. Dans un jeu où chaque once compte, Chris veille à ce que l'équipe tire le meilleur parti de chaque opération. Mais Chris ne se limite pas aux chiffres et aux bâtés. Il est le ciment qui maintient l'équipe soudée. Salut Mitch, comment ça va? Pas trop mal. Content de te voir, mon pote. Moi aussi. Salut Keeber, comment ça va? Past terrible. Et toi? Je cherche de l'or. Ah oui? Sans arrêt. L'exploitation minière est épuisante. Les longues heures, le climat brutal et les pannes d'équipement constantes font de chaque journée une bataille. La tension monte. Les esprits s'échauffent et les attentes élevées ne facilitent pas les choses. Chris, avec son attitude décontractée et son sens de l'humour aiguisé, empêche les choses de déborder. C'est vers lui que tout le monde se tourne lorsque la pression devient trop forte. Celui qui aide à empêcher l'équipe de s'effondrer complètement. On compte sur lui pour bien plus que le moral. C'est un décideur clé. Quelqu'un de confiance qui intervient lorsque les choses se compliquent. Qu'il s'agisse de trouver la meilleure façon de traiter l'or, de réparer un équipement en panne ou de gérer les conflits au sein de l'équipe. Chris est la voix de la raison. Au fil des ans, il a prouvé qu'il n'était pas un simple travailleur. Il est un élément essentiel de la survie de cette entreprise. Le véritable test est survenu lorsqu'un défi extrême a été lancé. Faire fonctionner 3 usines de lavage à la fois était un objectif ridicule, visant un chiffre presque impossible de 10 000 onces en une saison. C'était le chaos, et Chris a été le plus touché. Il était chargé de s'assurer que toutes les écluses étaient dégagées, que tout l'or était correctement nettoyé et que rien ne se perdait dans la folie. Cela l'a poussé à dépasser ses limites et, pour la première fois, il a envisagé sérieusement de démissionner. Vous commencez à voir l'objectif des 10 000 onces s'éloigner? Nous pourrions probablement en extraire 10, mais nos coûts augmenteraient alors de, vous savez, 50%. Il a fallu faire appel à des mains supplémentaires juste pour éviter que tout ne s'effondre. C'était clair, sans Chris. Cet objectif était une chimère. L'héritage de Chris sur Gold Rush est impossible à ignorer. Il est passé du statut d'étranger sans aucune expérience dans le domaine minier à celui de l'un des noms les plus fiables du secteur. Son éthique de travail,
Son dévouement et sa capacité à maintenir l'équipe soudée ont fait de lui un favori des fans. Si un homme est le visage de l'opération, Chris est l'épine dorsale, celui qui s'assure que tout fonctionne réellement. Sans lui, les choses seraient très différentes. Et tout le monde le sait. Mais la grande question demeure. Chris est-il enfin prêt à tout arrêter, après des années de travail sans relâche, de pression folle et de quête incessante de Ricard? Même les plus endurcis ont leurs limites. S'il s'en va, l'équipe devra se démener pour combler le vide. S'il reste, il s'apprête à vivre une nouvelle saison d'épuisement et de stress. Quoi qu'il en soit, les choses sont sur le point de changer. Gold Rush est-il sur le point de perdre l'une de ses plus grandes légendes? Ou Chris restera-t-il pour tenter une dernière fois de réussir? Une chose est sûre, l'extraction de l'or n'a jamais été aussi intense. Parker n'a jamais choisi la facilité. Mais son histoire n'a pas commencé par le succès. Elle a commencé par un enfant qui refusait d'abandonner, quoi qu'on lui dise. L'adolescent qui a pris le contrôle de l'extraction de l'or. Parker Schnabel n'est pas tombé par hasard dans l'exploitation aurifère. Il y est pratiquement né. Né à la fin du mois de juillet, au milieu des années 90, dans la petite ville de Haines, en Alaska. Il a grandi entouré de terre, de machines lourdes et de la chasse sans fin à l'or. Son grand-père, John Schnabel, dirigeait de la Maine Big Nugget et, alors que les autres enfants jouaient avec des camions miniatures, il observait les vrais en action. À peine assez âgé pour lasser ses chaussures, il apprenait déjà à utiliser des équipements avec lesquels la plupart des adultes auraient du mal. Quelques années plus tard, il jonglait entre l'école et l'exploitation minière comme si de rien n'était. Au lycée, il jouait au basket dans l'équipe. Mais soyons réalistes, son cœur était toujours avec la mine. L'université, bien sûr, c'était une option. Il a même pensé à étudier la géologie ou l'exploitation minière, mais au final, les livres et les salles de classe n'avaient aucune chance. Au lieu de perdre des années en cours, il a mis ses économies au service de son ambition. Dans sa propre exploitation minière. Cette décision, elle a changé sa vie. À l'âge de 16 ans, il a repris la direction de la mine Big Nugget. Imaginez un peu, un adolescent qui dit à des hommes 2 fois plus âgés que lui comment faire leur travail. Mais il ne se contentait pas de donner des ordres. Il savait ce qu'il faisait. L'exploitation minière ne consiste pas seulement à creuser des trous en espérant trouver de l'or. C'est un travail de fourmi. On risk calculé, une bataille contre la nature elle-même. Il a prouvé qu'il avait le courage, le cerveau et l'éthique de travail nécessaires pour réussir. Puis vint la grande chance, la télé-réalité. Au début des années 2010, Discovery Channel a lancé Gold Rush, une émission sur des familles prêtes à tout risquer pour tenter de devenir riches. Sa famille et lui étaient de la partie, et très vite. Les téléspectateurs ont été captivés par ce mineur adolescent qui défiait toutes les attentes. Oh, oui. Jordan commence à rattraper son retard. Il va un peu plus vite maintenant. Parce que dès que je pars, il est juste derrière moi avec une boîte pleine. Mais faire partie de l'émission ne lui suffisait pas. Il avait de plus grands projets. À la fin de son adolescence, il a fait un geste qui a laissé les gens bouche bée. Il a quitté la mine familiale, s'est tourné vers le Yukon et s'est lancé à fond dans sa propre entreprise. C'était un pari fou, mais jouer la sécurité n'a jamais été son style. Il a loué des terres, acheté du matériel et s'est mis au travail. Et devinez quoi? Ça a payé. Lors de sa première saison en solo, il a extrait plus de 30 kilos d'or du sol. Ce n'est pas de la chance, c'est de la pure détermination. Au fil des saisons, son exploitation n'a fait que s'agrandir et s'affirmer. Ses chiffres ont augmenté et il a prouvé qu'il n'était pas un gamin qui voulait écrire l'histoire de son grand-père. Il était un vrai pro. Son histoire ne se résumait pas à l'exploitation minière. Il s'agissait de prouver que l'âge n'a pas d'importance lorsque l'on possède les compétences et la volonté de réussir. Il n'a pas seulement survécu dans le monde de l'or. Il l'a dominé. L'émission ne s'est pas arrêtée avec Gold Rush. Son succès s'est poursuivi dans Gold Rush Parker's Trail, où il a fait passer l'exploitation minière au niveau supérieur. Ne se contentant plus de creuser à un seul endroit, il a parcouru le monde, suivant les routes historiques de l'exploitation aurifère et s'aventurant en territoire inconnu. De la piste du Klondike au Canada aux jungles denses de Papouasie-Nouvelle-Guinée, il a montré qu'il n'avait pas peur des défis. Il les a poursuivis.
Mais la vie n'était pas que de l'or et de la gloire. Il a dû faire face à son lot de difficultés, surtout dans sa vie personnelle. Il a eu une relation avec une infirmière australienne, Ashley Hewley, qui est même apparue dans l'émission pendant un certain temps. Mais entre le travail acharné dans les mines et les pressions de la célébrité, la relation n'a pas duré. Il a admis qu'il n'était pas vraiment le meilleur pour trouver un équilibre entre le travail et les relations. Donc, si on exploite une mine, il faut obtenir 155 mg. 40 so, 40 so. L'exploitation minière passait toujours en premier, et c'est ça qui le caractérise. Il n'est pas une simple personnalité de la télévision qui essaie de profiter de ses 15 minutes de gloire. Il ne vit que pour l'extraction de l'or. Même à l'approche de la trentaine, il est toujours aussi acharné, à la recherche de plus gros gains et repoussant les limites du possible dans ce secteur. La célébrité ne l'a pas adouci. Au contraire, elle ne fait que le rendre plus déterminé. Mais la vraie question est la suivante. Combien de temps pourra-t-il tenir? L'exploitation minière n'est pas seulement un travail éreintant. C'est un travail imprévisible, risqué et semé d'embûches. Il a gagné des millions, mais il a également subi des pertes considérables. Échangera-t-il un jour la vie minière contre quelque chose d'un peu plus stable? Se détournera-t-il un jour des caméras pour se concentrer uniquement sur l'or? Ou est-il trop impliqué dans ce monde pour s'en éloigner? Pour l'instant, son nom reste l'un des plus grands noms de l'exploitation aurifère moderne. Qu'il s'agisse de faire fortune ou de lutter contre des saisons brutales. Une chose est sûre, il n'a pas encore fini. Mais que se passera-t-il lorsque l'or cessera de couler? C'est la véritable histoire qui attend d'être racontée. L'exploitation aurifère est difficile, et un mauvais choix peut tout gâcher. Mais ceux qui apprennent à changer et à continuer trouvent toujours un moyen de gagner. Les chiffres qui ont changé la ruée vers l'or. L'extraction de l'or ne consiste pas seulement à déterrer des pierres brillantes et à devenir riche du jour au lendemain. La ruée vers l'or l'a prouvé à maintes reprises. Si la série donne l'impression d'une aventure, la réalité est bien plus brutale. Les mineurs risquent tout, argent, temps et santé mentale, pour tenter de trouver quelques pépites. Certains ont beaucoup de chance, d'autres échouent et brûlent, et quelques-uns s'accrochent à peine à leur peau. Prenons la saison 3, par exemple. L'équipe de Todd Hoffman a enfin connu une année décente après avoir connu des difficultés auparavant. Extrayant plus de 22 en 6 kilos d'or, ce qui leur a rapporté plus d'1 million de dollars. Pas mal, non? Miles Parker Schnabel, le jeune prodige, prouvait déjà qu'il fallait compter sur lui. Pendant que Hoffman faisait la fête, un mineur broyait et extrayait près de 5-6 kilos. Pendant ce temps, Dakota Fred Hurd extrayait plus de porte-bonnes fichiers kilos. Mais il était clair qu'il ne tenait pas la comparaison avec ses jeunes concurrents. Puis vint la 4e saison, et il n'y avait plus de place pour les erreurs. Après avoir loué des terrains à Scribner Creek, le travail commença, et plus de 23 kilos furent extraits en une saison. Comme si cela ne suffisait pas, Rick Ness et lui ont misé le tout pour le tout et ont porté leur total à plus de 1000 onces, pulvérisant les records de Hoffman et le faisant passer pour un amateur. À ce stade, il était clair qu'un nouveau leader s'était imposé dans la ruée vers l'or, et Hoffman essayait juste de suivre le rythme. La 5e saison a commencé, et les chiffres ont fait passer tout le monde pour des idiots. Plus de 7000 grammes d'or ont été extraits, rapportant près de 3 millions de dollars. Les Hoffman, qui se battait toujours pour rester dans la course, ont réussi à extraire plus de 3700 grammes, rapportant plus de 1,5 million de dollars. Pas mal, mais comparé aux meilleurs mineurs, c'était comme regarder un gamin essayer de dépasser une voiture de course. Les choses se sont vraiment envenimées lors de la 6e saison. Tony Beats, le mineur de la vieille école grisonnant, s'est lancé dans l'action avec sa famille, extrayant plus de 20,8 kilos à l'aide d'une drague plus ancienne que certains membres de l'équipe. Mais rien n'y fit. Plus de 311 ont été extraites, pour une valeur de près de 3,5 millions de dollars. Les Hoffman ont finalement connu une année décente, avec un peu plus de 3000 onces, mais ils étaient encore loin derrière. Il n'y a pas d'or là-dedans. Nous perdons beaucoup de temps, mais c'est juste un terrain très différent de celui que nous avons exploité. À la 7e saison, les chiffres étaient tout simplement dans une autre catégorie.
L'équipe a extrait plus de 12,5 kilos d'or, d'une valeur de plus de 5 millions de dollars. Pendant ce temps, Tony Beats et son équipe, travaillant avec leur système de dragage, ont réussi à extraire un peu plus de 56 kilos d'or. L'écart se creusait, et un mineur donnait le ton. La 8e saison a été une nouvelle année de domination. L'équipe a extrait plus de 17 kilos d'or, d'une valeur colossale de 7,5 millions de dollars. Tony Beats est resté constante avec plus de 3100 onces, rapportant plus de 4 millions de dollars. La pluie était indéniable, et il était clair qui était le plus intelligent et le plus performant. Puis vint la saison 9, où un objectif de 7000 onces fut fixé à Scribner Creek. Non seulement cet objectif a été atteint, mais il a été dépassé avec plus de 7400 onces extraites, pour une valeur de près de 9 millions de dollars. Rick Ness, qui tentait de faire ses preuves après être sorti de l'ombre, a tout juste dépassé les 300 kilos. Pendant ce temps, Tony Beats n'a pas atteint son objectif de 18 000 kilos, extrayant un peu moins de 13 000 kilos. Une autre victoire pour le leader. Une autre saison frustrante pour les autres. La 10e saison a montré à quel point le meilleur mineur était devenu intelligent. Même si le total était inférieur de 567 grammes à celui de la saison précédente, la hausse du prix de l'or s'est traduite par une augmentation des recettes. À la fin de la saison, plus de 10 millions de dollars d'or avaient été extraits. Pendant ce temps, Rick Ness a connu des difficultés après s'être installé à Duncan Creek, atteignant à peine le seuil de rentabilité. Tony Beats a dû déménager son exploitation à Paradise Hill, mais a tout de même réussi à extraire plus de 200 onces. La concurrence était toujours là, mais une personne jouait aux échecs tandis que tous les autres jouaient aux dames. Avance rapide jusqu'à la saison 14, et un objectif de 5000 onces a été fixé. Cet objectif a-t-il été atteint? Bien sûr que non. Il a été pulvérisé. À la fin, plus de 200 000 kilés avaient été extraits, pour une valeur de près de 15 millions de dollars. Pendant ce temps, Tony Beats, qui visait 170 000 kilos, a connu des revers et n'a finalement extrait qu'un peu plus de 90 000 kilos. Rick Ness, après une année sabbatique, a réussi à extraire plus de 3200 kilos, pour un gain de plus de 2 millions de dollars. Les chiffres ne mentent pas. Un mineur était tout simplement dans une classe à part. Oui, ça a été un défi de trouver des gens qui pouvaient se rendre dans le Klondike. N'est-ce pas? Parce qu'il y a pas mal de frontières à franchir. Et c'est ça, le but de Gold Rush. Il ne s'agit pas seulement de creuser la terre et d'espérer trouver de l'or. Il faut de la stratégie, de la détermination et savoir quand prendre des risques. Certains l'ont compris très tôt, tandis que des gars comme Hoffman ont eu du mal à s'adapter. Certaines saisons ont été brutales, avec des pannes, du mauvais temps et une chance encore plus mauvaise. Mais ceux qui savaient ce qu'ils faisaient ont toujours trouvé un moyen de s'en sortir. Le succès n'était pas le fruit du hasard. Il venait de la recherche constante de nouvelles façons d'extraire plus d'or, de payer moins de redevances et d'investir dans le bon équipement. Le jeu a changé en tirant des leçons d'autres exploitations minières, allant même jusqu'à se rendre dans des endroits comme l'Australie pour apprendre différentes techniques. C'est pourquoi les victoires se sont succédées saison après saison, car le changement n'a jamais été une source d'inquiétude. Bien sûr, Gold Rush présente l'extraction de l'or de manière spectaculaire, mais il montre aussi à quel point ce secteur peut être impitoyable. Une mauvaise saison peut vous ruiner. Une mauvaise décision peut vous faire perdre des années. Et une grande découverte peut tout changer. Parker Schnabel a trouvé la formule gagnante. Et tant qu'il continuera à prendre des décisions intelligentes, l'or continuera à s'accumuler. À chaque nouvelle saison, les téléspectateurs se connectent, impatience de voir si de nouveaux records seront battus. Si Tony Beats finira par rattraper son retard ou si un nouveau venu se hissera au sommet. L'or est toujours là, mais seuls les plus intelligents et les plus tenaces réussiront à mettre la main dessus. Chris Dumit a-t-il quitté Gold Rush à cause de la pression intense? Ou y a-t-il une histoire plus importante derrière son départ choquant? Dites-nous ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.